place, moi je vais pas poter avec Lorraine. Ah, moi je vais pas Alors si tu comptais pas poter avec Lorraine ou pas? Ah, mais c'est la tienne. Alors, Xavier Cointeau, je suis un des coprésidents du bureau des guides de la Grave. Et Olivier Giroud, l'autre coprésident. Voilà. Vous connaissez un petit peu, c'est une idée. Ça fait pas loin de 6 ans maintenant qu'on prépare cet événement qui a pour but de remettre un petit peu à niveau les personnes pour tout ce qui est sécurité et progression pour le ski de randonnée et aussi bien pour la raquette à neige. C'est pour tout ce qui est sport hivernal, on va dire, pour tout ce qui est approche. Alors, remettre à niveau, ça consiste en quoi? Alors, c'est reprendre les bases propres au ski de randonnée et à la randonnée en raquette, sur tout ce qui est sécurité, donc utilisation du DVA, de la cartographie en amont, des parcours qu'on va utiliser, de savoir lire une carte. Si Olivier, tu veux rajouter 2-3 trucs, il y a aussi un peu du secourisme aussi. Sur place, on fait de la nivologie, c'est-à-dire de l'étude, alors je dirais générale de la nivologie, hein, pas très technique, ça sert à rien de rentrer dans les termes trop techniques, mais plus comprendre comment les flocons vont se modifier au fur et à mesure de l'hiver, ce qui va provoquer sûrement des couches fragiles et tout ça, expliquer tout ça. Ça fait partie un peu de la base du début d'hiver, on va dire. Ce qu'on cherche en fait, c'est à donner des bases de fonctionnement aux gens pour qu'ils aient un accès à l'autonomie. C'est pas forcément un accès encadré, mais en tout cas un accès à la montagne en n'imaginant pas que parce que c'est blanc, parce que c'est on va dire sympathique, il y a de la poudre, on peut accéder à toute la montagne. Il y a des risques en montagne, en gros, on veut éveiller les gens à la manière d'accéder en sécurité à cette montagne. Que ce soit en raquette en fin de compte ou en ski, on accède à un milieu qui, dès qu'il devient pentu, est dangereux, on a des avalanches. Et du coup, il y a des tas de choses en fait, à gérer. Et donc on essaie de leur expliquer comment on prépare sa sortie et comment on la remet en question finalement et comment on fait une belle sortie qui peut être aussi dans le renoncement, hein, ça peut être tout à fait l'objectif, comment faire que ça se passe bien. Donc c'est pas une opération de recrutement pour le bureau des guides, c'est vraiment dans le sens de l'autonomie du randonneur en montagne. Oui, c'est un sens de formation. Alors évidemment on peut avoir des gens qui veulent aller plus loin et qui vont faire appel à des guides pour être encadrés ou pour apprendre. Mais dans un premier temps, c'est de l'accès à l'autonomie, là, pour les clubs ou pour les individuels. Alors dans un temps lointain, on parlait de ski de printemps. Aujourd'hui, on parle de ski de randonnée et on attaque dès la première neige. C'est la même chose. Il y a toujours eu du ski en plein hiver, hein, mais effectivement, avant, les gens faisaient du ski de printemps parce qu'au printemps, la neige est beaucoup plus sûre en général et les gens préféraient finalement aller dans un milieu beaucoup plus serein. Aujourd'hui, la mode, elle est d'attaquer effectivement dès la première neige. Donc, dès qu'il y a de la neige en octobre, il y a des gens qui font du ski de rando. Même en été, s'il y a de la neige, il y a des passionnés. Là. Oui, il y a des morts de faim, là. Ouais, on peut dire qu'il y a des morts de faim. Mais c'est une passion, c'est fantastique, la neige. Par contre, c'est vraiment quelque chose qui, effectivement, ne s'aborde pas de la même manière. Même s'il y a des risques au printemps, en tout cas, ce n'est pas les mêmes qu'au cœur de l'hiver. Et au cœur de l'hiver, il y a vraiment des choses, si on veut pratiquer sereinement, il y a des choses à savoir. Ça, c'est important. Parce qu'au printemps, c'est peut-être aussi plus facile à skier. Alors ça n'a rien à voir avec le côté plus facile à skier, mais au niveau nivologie, la neige est quand même beaucoup plus stable souvent au printemps qu'en début d'hiver. Donc du coup, après dans l'histoire de la pratique du freeride, c'est pas si vieux que ça, c'est assez récent dans l'histoire, même pour l'histoire d'encadrement des guides. Hein, c'est assez récent et là les gens avaient peur d'aller en montagne aussi l'hiver. Il y a quoi dans les années 80, c'était pas encore aussi développé que ça. Maintenant le fait que les stations ouvrent aussi beaucoup plus tôt, le matériel a beaucoup évolué, donc une facilité au niveau technique, hein, je parle d'apprentissage du ski est beaucoup plus facile que ce qu'on faisait maintenant. Donc du coup il y a plus de gens aussi qui se proposent d'aller faire du ski, d'accord. Et ouais, la différence vraiment entre, pour moi, le début d'hiver et le printemps, ça n'a rien à voir. Le printemps, c'est beaucoup plus self. Après, c'est sûr que si tu vas en haute montagne, ça va être exactement pareil, plus ou moins qu'en début de saison. Mais là, les débuts de saison sont quand même bien plus risqués. Surtout maintenant, avec le peu de neige qu'il y a, et souvent le manteau il est quand même souvent plus instable que ce que c'était avant, quoi. Pour schématiser simplement, c'est simplement qu'au fur et à mesure de l'hiver, le soleil revient, le soleil chauffe. Et au printemps, il se passe qu'il y a du gel et du dégel. Quand c'est gelé, c'est beaucoup plus. Là, globalement, on n'a pas d'avalanche.
en gros, si on schématise. Puis le risque va au fur et à mesure de la journée quand ça dégèle. Et en fait, c'est très facile à gérer pour les gens parce qu'ils partent tôt, ils rentrent tôt. Alors qu'au cœur de l'hiver, que ce soit à 6h du matin ou à 6h du soir, le risque est le même. Et la neige est beaucoup plus traître. Il y a vraiment une grosse explosion dans la pratique du ski de randonnée. Juste pour vous donner un titre d'information, il y a 15 jours qu'on a ouvert les inscriptions aux premières neiges, 48 heures après, il n'y avait quasi plus de place. Ouais. D'accord. Après, on est limité en place, c'est-à-dire que là, on est à 125 personnes. Après, c'est difficile d'en avoir plus parce qu'on n'est pas assez de guides pour pouvoir encadrer. Mais voilà, puis après, c'est mieux parce que du coup, c'est plus restreint et beaucoup plus convivial. Alors on a eu une grosse évolution du matériel qui incite d'ailleurs beaucoup de monde à y aller parce que le matériel est beaucoup plus performant. Tout à fait. Ouais. Surtout au niveau des skis, c'est beaucoup plus facile de skier maintenant avec des skis modernes qu'avec des skis qu'il y a à peine 10 ans, quoi. C'est-à-dire que maintenant les skis sont adaptés au freeride, c'est-à-dire que c'est des skis larges, c'est plus des skis de piste comme on avait avant. Avant on n'avait que des skis de piste, c'était la base. Maintenant il y a des skis qui sont beaucoup plus polyvalents et beaucoup plus faciles pour tout le monde, quoi. Il y a un accès plus facilité pour les skis, comme dit Xavier. Après, il y a aussi que le matériel de sécurité est apparu. Dans les années 70, il y a les premiers DVA, mais les gens les utilisent à partir du milieu des années 80, pas avant. Et du coup, aujourd'hui, il y a une confusion entre matériel de sécurité. Ça ne donne pas de la sécurité, ça permet de sauver des gens, mais ça ne va pas vous aider à progresser mieux. C'est-à-dire qu'un DVA, qui est l'appareil de recherche d'avalanche, ou un airbag, ça va juste permettre de mieux gérer la crise de l'accident en cas de pépin. Mais il y a déjà eu le pépin. Alors que, par exemple, une journée comme ça, c'est une journée pour essayer d'éviter qu'il y ait l'incident ou l'accident. Oui, il faut vraiment faire attention entre les appareils de protection qu'il y a maintenant, qui sont très modernes, d'accord. C'est pas des appareils qui nous permettent de prendre plus de risques. C'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est-à-dire que les DVA, les sacs airbags, c'est des protections supplémentaires pour pouvoir évoluer, d'accord. Mais c'est pas ces appareils-là qui vont faire que vous allez prendre plus de risques, d'accord. Il ne faut pas que ça rentre dans cette démarche-là, quoi. C'est surtout ça. C'est comme l'histoire, c'est comme le casque en fait. Le casque, ça ne vous autorise pas à aller plus vite pour rentrer dans la pierre. C'est juste, ça va éviter de se fendre le crâne. Mais bon, c'est quand même idiot d'aller tomber sur une pierre. Alors si on prend les choses dans l'ordre, on veut aller sortir en montagne en hiver, le choix de la rando et le mode de préparation. Alors, c'est ce qu'on apprend là. Le choix de la rando, il est fonction de plein de choses. Déjà, on peut partir de son expérience d'abord, de son niveau, de son appréciation de tout ce dont on parle là. Ce que l'on sait de la neige et des problèmes et des risques. Et donc, c'est compliqué de répondre parce que si on ne sait rien, le champ des possibles, il est énorme, il est très ouvert. Mais en fait, pour un débutant, il est très réduit. Alors nous, on peut apprendre justement à des gens à comprendre qu'il y a quand même des endroits où ils peuvent aller, en gérant des choses très simples. Par contre, après on va décider de sa rando avec certains éléments, et après le choix du terrain, le choix du matériel, ça va dépendre des conditions. Donc il faut analyser toutes ces choses-là. Est-ce qu'il a beaucoup neigé? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il fait beau, pas beau, etc. Avec qui on est? Il y a beaucoup de choses en fin de compte. Alors ce qu'on leur apprend, on essaie d'apprendre des choses basiques et simples, d'accord. Notamment la méthode 3x3, c'est une méthode assez simple à mettre en place. C'est une méthode qui se réduit à 3 étapes, c'est-à-dire une étape bien avant la randonnée, où on va savoir apprendre les membres qu'il y a dans la journée, c'est-à-dire les gens qui vont venir faire de la rando, savoir quelle capacité ils ont, le niveau physique, le niveau psychologique, d'accord. Il y a l'avant-veille de la sortie où on va commencer à un peu plus regarder au niveau nivologie tout ce qui va se passer, d'accord. Au niveau cartographie, si on va passer sur des pentes au-delà de 30 degrés, en fonction des conditions et des risques avalanches, peut-être que les pentes à 30 degrés, il va falloir les éviter, etc., etc. Et après, il y a la partie le jour J où on va partir, où là, on va plus faire un regard sur tout ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire tous les indices qu'il peut y avoir, s'il y a eu du vent, s'il y a eu des précipitations comme aujourd'hui. Dès qu'il y a des chutes de neige, il va falloir imaginer qu'il y a forcément un petit risque vu qu'il y a de la neige fraîche, donc il y a forcément plus de risques. Et tout ça, justement, après, on pourra peut-être aller voir à l'intérieur du bâtiment, là, justement, tout ce qui est préparation au niveau de la cartographie. Après, on a un atelier qui est l'atelier DVA. Donc, on essaie de faire par ordre. Donc, c'est-à-dire, la première phase, c'est de
se poser sur table avec la cartographie, le parcours qui est cartographié, d'accord, de voir où on passe, comment imaginer les passages, s'il y a des passages à plus de 28 degrés, est-ce qu'on peut les éviter, par où on peut les éviter. Après, ils vont tous au DVA, donc là c'est la recherche DVA, d'accord, avec notre partenaire Orthovox. Après, il y a un checkpoint au départ de la rando qui est là-bas. D'accord, donc là c'est apprendre à faire son contrôle DVA, donc détecteur de victimes d'avalanche. Après les gens vont partir et sur le parcours il y a plusieurs ateliers. Il y a un atelier avalanche, donc c'est une simulation d'accident d'avalanche. Donc comment les gens ils vont procéder donc sur un groupe, c'est-à-dire aussi bien les gens qui vont commencer à chercher les victimes, les gens qui vont peut-être rester en amont pour protéger la zone, d'accord. Quelques personnes peut-être qui vont déclencher les secours, d'accord. Après, un peu plus haut dans le parcours, on a un atelier accès pentraide. Donc, c'est tout ce qui est utilisation de la corde. C'est pas forcément des rappels, mais c'est tout ce qui est passage délicat où il va falloir utiliser la corde pour pouvoir passer en sécurité. Et ça, c'est avec notre partenaire Pels. D'accord. Ça, c'est déjà pour les gens qui ont un bon niveau d'aller dans ce genre de... Alors, pas forcément. Alors après, il faut déjà avoir une petite connaissance des manips de corde, c'est-à-dire savoir faire des nœuds. Mais là, la base, c'est comment appréhender la pose d'une main courante. Ou comment descendre sur une main courante, mais sans avoir besoin forcément d'un baudrier ou d'un descendeur. D'accord, c'est juste des petits passages qui méritent de poser une corde parce que les passages sont un petit peu risqués. Donc la chute peut être un petit peu risquée, quoi. Et puis j'aimerais aussi rajouter un dernier petit truc, c'est qu'on a aussi un partenaire ski qui s'appelle Dynastar, qui vient nous aider aussi à prêter le matériel pour la journée ici pour les clients. Alors tu parles de corde, généralement moi je vois pas quand les gens se préparent à partir en rando, quelqu'un qui met une corde dans son sac. Alors ça dépendra tout de là où tu vas aller faire de la randonnée, d'accord. Là on part sur de la randonnée, je dirais du terrain à vache, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de glacier, il n'y a pas de terrain glaciaire, et après ça se voit très bien sur une carte s'il y a des besoins ou pas d'une corde, s'il y a un passage raide, d'accord. Après dès qu'on va monter en altitude et qu'on va évoluer sur des glaciers, après le matériel est complètement différent et l'approche est aussi différente, d'accord. Parce que là, le matériel est encore un peu plus important à prendre dans le sac. Mais là, c'est encore une autre étape. Mais c'est ce que vous disiez, c'est que voilà, l'usage de la corde, ça s'adresse peut-être pas aux débutants, à celui qui découvre. Même s'il fait déjà de l'escalade en salle, il ne va pas forcément songer à prendre une corde pour aller faire du ski. Ceci étant, c'est peut-être erroné parce que globalement, même autour par exemple de Grenoble, quand on va randonner au mois de mai ou début juin dans le massif de la Chartreuse, il y a plein de couloirs d'avalanche enneigés et on est en basket. Et une petite corde pour s'attacher de part et d'autre, ça pourrait servir. Ouais. On n'y pense pas, ça peut être sur ce genre d'usage. Maintenant, c'est vrai que globalement, dans la haute montagne, la corde, on l'a toujours, mais on est en haute montagne. Et en moyenne montagne, on n'y pense pas toujours. Alors, on parle beaucoup sécurité, risque jusqu'ici. Bon, le plaisir quand même. Le plaisir, on l'a quand il ne se passe rien. Donc, c'est intelligent de penser au risque quand même, avant. Ça fait partie effectivement, c'est le paradoxe de nos activités. Il y a du risque dans toutes les activités de montagne. Il faut dépasser ça. Le plaisir, on l'a toujours. Mais quand on n'a aucun recul, aucune prise en compte du risque, on se fait souvent surprendre et on se fait peur. Et là, il n'y a plus de plaisir. Quand on accepte le risque et qu'on sait se former et à prendre des bonnes décisions, après, il n'y a plus que du plaisir, justement. Après, il y a du plaisir dans la formation. Là, on a des gens qui ont aussi une envie d'autonomie et qui ont beaucoup de plaisir à apprendre et à parler de certaines choses. Voilà. Après, nos activités de montagne, il faut aussi en parler clairement, qu'on fasse de l'alpinisme, du ski, de l'escalade, etc. Il y a toujours une part de risque. On ne joue pas au foot. Encore qu'en jouant au foot. On se tord une cheville. Nous, on a des risques un peu différents. On peut effectivement se blesser de manière bénigne, mais on a aussi des choses bien dramatiques. Mais ça n'arrive pas beaucoup. Il faut regarder au prorata du nombre de gens qui pratiquent. On parle toujours des accidents, on parle beaucoup trop des accidents. Et en fait, il y a très peu d'accidents dans la montagne par rapport au nombre de journées faites et au plaisir qu'il y a. Moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose parce que cet événement est créé par le bureau des guides et je remercie tous les guides du bureau de venir bénévolement pour faire cette manifestation. Je remercie les partenaires, donc Pels, que j'ai déjà dit, il y a Orthovox, Dynastar, on a les enseignes de Villard d'Arène parce que le but c'est d'essayer de faire bosser tout le canton de la vallée entre la Grave et Villard d'Arène.
Et donc du coup sans ces personnes-là, on n'arriverait pas forcément à avoir aussi d'interaction et d'avoir une journée aussi bien organisée que ça. Pour moi c'est vraiment important. On a le magasin Ski 7 à la Grave, de Pierre-Alain Cré, qui nous aide aussi à prêter les skis aux clients. Ah oui, il n'y a Voilà. pas que Dynastar. Il n'y a pas que Dynastar, mais après ils travaillent ensemble. Donc du coup, mais voilà, c'est important qu'on parle de nos partenaires pour ce genre d'événement, parce que sinon sans eux, on serait, Ouais, oui, on serait un peu Oui, et puis embêtés. on pourrait rajouter quand même, on a un animateur, Sergio, qui en plus organise la soirée, parce qu'en fait il y a une continuité, c'est assez festif. Le but c'est aussi que les gens viennent, passent du temps ensemble, passent 2 jours à la Grave, et demain beaucoup de gens retournent faire du ski de rando avec les petites compétences qu'on leur a données aujourd'hui, ou vont faire d'autres activités. En plus de ça, ils font une bonne soirée, qui en général est plutôt très sympathique. Et ça, c'est organisé par le Gîte du Rocher et Sergio Moranval. Et sans eux, franchement, ce ne serait pas non plus les mêmes choses. Et on peut remercier quand même les communes, parce qu'ils nous soutiennent là-dedans. Donc, que ce soit la commune de Villard-d'Arène ou la commune de la Grave. Oui, je viens de croiser Et le il maire de la pousse, Grave. voilà. Là, Bon, il vient représenter le coin. Mais voilà, ça marche assez bien. En tout cas, dans toutes ces activités, on est assez bien soutenu par les collectivités locales. Et c'est manifestement un événement qui se passe, je ne vais pas dire que ici, mais bon, on n'a pas trop d'autres exemples dans le Briançonnais. Non, il n'y a pas d'autres exemples. Il y a des clubs, comme le club alpin français, qui de plus en plus essayent de développer des schémas similaires, pas de première neige, mais de petits camps où ils vont faire de la formation, etc., à droite, à gauche. Mais c'est pas ouvert largement comme C'est chez vous. Voilà, c'est ouvert aux oui, pratiquants puis- des clubs. Voilà, et là, il y a une grosse différence aussi qui est financière. Hein. Nous, on fait. Alors, je dis pas que c'est pas gratuit parce que maintenant c'est difficile de faire de la gratuité, mais on est à une journée qui est pour les gens à 30 €, d'accord. Et ça, c'est quand même. Enfin, le but de la manœuvre, c'est d'essayer d'inviter le plus de monde possible et pas de blocage au niveau financier. C'est-à-dire que c'est un peu la montagne pour tous qui vient ici pour pouvoir pratiquer cette journée-là, quoi. Alors que dans les autres clubs, et même le club alpin, je critique pas du tout le club alpin, hein, mais c'est un peu plus cher, quoi, les journées, quoi. Et justement, nous, c'est vraiment le fait, c'est de vraiment essayer d'offrir cette journée aux gens, quoi. Bah, les gens payent les frais, mais bon, Mais c'est les tout est frais, c'est basé le sur le pique-nique, bénévolat. c'est quoi. voilà, mais la base, c'est que du bénévolat. Tous ceux qui sont là, il n'y a personne qui est payé. C'est basé sur le bénévolat des guides. Et s'il y a 3 petites choses à payer, on les paye. Mais effectivement, le fait déjà que nous, on offre nos prestations, de toute manière, ça permet quelque chose à des coûts très accessibles. Et juste de dire que finalement, peut-être que d'autres endroits ne sont pas propices, le club alpin peut le faire, mais il se délocalise. Le club alpin, il est basé partout, mais nulle part en même temps. Nous, on est à la Grave et c'est un territoire d'exception pour la formation. Donc l'été, on peut participer on fait des journées de formation sur le téléphérique de la Grave, sur le glacier. On peut faire de l'initiation à plein de choses basées ici. Et ça se reconnaît de plus en plus, ça se fait reconnaître de plus en plus comme un lieu parfait pour toutes les formations, le secteur de la Grave. Donc on le valorise beaucoup. Oui, et justement, dans l'esprit, que ce soit les 82 4000 qui organisent la montagne partagée Tout à fait. ou vous au début de l'hiver, il y a quand même un état d'esprit particulier à la Grave, si on peut dire. Oui, on essaie de. Alors, c'est pas toujours évident, hein, mais d'essayer d'offrir des journées comme ça où la plupart des gens puissent venir sans avoir de problème. Tout à fait. Ouais. Un peu dans le même sens. Alors, c'est pas la même grandeur que les 82 4000, mais c'est un peu dans le même principe. Ouais, puis dans un esprit vraiment de partage, quoi. Tout à fait. Mais une personne posait la question de savoir donc depuis quand on avait cet événement. Et en fait, cet événement, il a été dans la continuité d'un autre événement qu'on a arrêté mais qu'on faisait et qui a commencé c'était avant les années 2000, je crois que c'est 99 le premier. On faisait un événement de cascade de glace sur le même schéma que les premières neiges aujourd'hui pour faire découvrir l'activité. Après, avec le réchauffement climatique, on a eu de moins en moins de glace, donc on a fait un événement de dry tooling, donc c'était de la cascade de glace mixte sur du rocher, etc., qui a super bien marché pendant des années. Pareil, sur le même schéma, d'accueillir des gens, où on avait déjà Petzl partenaire, etc. Puis après, on a dû arrêter et on a créé cet événement dans la continuité. Donc ça fait quand même un moment qu'on anime ce genre de choses. Conserver le plan ou devoir changer de plan. Pour conclure, un mot sur le bureau des guides, justement, de la Grave. Alors, au bureau des guides, on a une trentaine de guides. On a 2 secrétaires et demi parce qu'on a embauché une nouvelle secrétaire. On a de plus en plus d'activités. L'activité hivernale se base en début de saison plus sur le freeride au téléphérique. D'accord. Ça n'empêche pas de faire beaucoup de ski de randonnée. D'accord. On fait de la cascade de glace. On fait un tout petit peu d'alpinisme hivernal. Ça dépend tout de la demande de la clientèle. Ça, c'est pour la partie hivernale. Et après, la partie estivale, c'est tout ce qui est alpinisme, escalade.
Voilà, multi-activité. On fait même maintenant, on a un BE Canyon, donc on propose aussi du canyon au bureau.